Bonjour amis d'Evenou TV, nous nous retrouvons sur le plateau des grandes questions de l'actualité et notre invité de ce jour est M. Ba-Jean Enoch. Ce n'est pas un inconnu de la scène politique ivoirienne, il a une histoire qui s'écrit à l'UDPC du général Robert Gueye et surtout à la Coalition nationale du changement, la CNC d'alors dirigée par le Premier ministre Charles Kounabani, dont il a finalement été le président. Ba-Jean Enoch est surtout le président du CRI, le Congrès pour la Renaissance ivoirienne, parti d'opposition. C'est d'ailleurs à ce titre que nous le recevons sur le plateau d'Evenou TV. Bonjour, président. Bonjour, cher Armand. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Okay. Avec vous, nous allons évoquer les principales questions de l'actualité ivoirienne. Et avant d'aborder ces sujets, si vous permettez, nous allons rapidement savoir comment va le CRI, votre mouvement. Je voudrais, avant tout propos, vous dire merci pour l'occasion que vous me donnez maintenant de m'adresser à mes compatriotes et de me prononcer sur la situation sociopolitique de mon pays. Effectivement, le CRI va bien, le CRI se porte bien. Même si nous sommes ici, le CRI va très bien. Nos amis continuent à s'organiser pour que le travail reprenne de plus belle. Nous sommes en pleine période de restructuration et je pense que d'ici dans 1 ou 2 semaines, on pourra boucler cela et le travail va reprendre. Aller bien, en politique, aller bien, c'est disposer de toutes les armes, pas des armes de guerre, mais disposer de tous les arguments politiques pour pouvoir affronter les échéances électorales. Mais les arguments ne manquent pas. Les arguments ne manquent pas. Au CRI, les arguments ne manquent pas. Nous avons les hommes qu'il faut. Nous avons les hommes qu'il faut. Nous avons les stratégies qu'il faut. Nous avons, il y a quelque temps, bouclé la question de notre programme de gouvernement et bientôt nous allons bien entendu le valider. Et puis nous allons commencer à le publier, bien entendu. Donc pour dire que ça va, le CRI s'organise. Nous sommes, comme je le disais, en pleine période de restructuration. Compte tenu d'un certain nombre de détails que je n'ai pas besoin de citer ici. Mais je dis bien, d'ici dans 2 semaines, certainement, nous nous remettrons au travail. D'accord, sûrement que vous aurez l'occasion de revenir sur la vie du CRI, si l'occasion vous est donnée. La principale actualité, nous sommes aujourd'hui 15 septembre 2019, la principale actualité en Côte d'Ivoire, c'est le meeting PDC-FP hier, samedi, au Palais des Sports d'Abidjan-Treichville. Votre commentaire sur cet événement, vous, homme politique? Il faut dire que j'avais vraiment salué la rencontre entre le président Gbagbo Laurent et le président Aimé Henri Konan Bédié. D'accord. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, notre pays, se trouve à un tournant décisif de son histoire. Il est bon que tout Ivoirien consciencieux du devenir, de l'avenir de notre pays, puisse véritablement comprendre qu'il est plus que jamais nécessaire l'unité de tous les enfants de la Côte d'Ivoire pour que nous ayons les moyens, nous donnons les moyens de changer les choses et de mettre en place véritablement une Côte d'Ivoire tournée résolument vers l'unité nationale, la réconciliation et la paix. Et vous avez donc salué ce rapprochement Bédié, le président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que votre parti, en tant que mouvement, s'associe à cette volonté de pouvoir se retrouver dans un bloc pour pouvoir affronter l'autre parti? Nous avons déjà affiché clairement en son temps notre scepticisme de faire partie d'une plateforme en Côte d'Ivoire, avec l'expérience que nous avons acquis auprès de la CNC quand nous y étions. Bien entendu, nous étions un peu sceptiques. Mais je pense que l'action de Bédié et de Gbagbo est une action formidable pour la Côte d'Ivoire. Et à ce jour, bien entendu, je pense qu'après ce qui vient de se passer hier en Côte d'Ivoire, il est quand même bon d'encourager cela, d'appeler tous les Ivoiriens à s'en associer et donc de s'associer également. Parce que toute action toute action vraie, sincère, qui vise aujourd'hui à changer le régime dictatorial en place à Abidjan, bien entendu, nous sommes derrière. Nous l'encourageons. Donc nous ne pourrions pas continuer à rester à l'écart de ces mouvements.
On pourrait revenir sur les critiques que vous faites sur le pouvoir d'Abidjan, mais revenons au meeting d'hier. Beaucoup de choses ont été dites sur la marche du pays. Pour l'homme politique que vous êtes, comment va la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Très mal. La Côte d'Ivoire va très mal. La preuve, nous sommes Je ne ici. suis pas de le dire. Oui, elle va très mal. La Côte d'Ivoire va très mal. Les arguments? Certains disaient hier, je crois que c'est Dikagwe ou le docteur Assoadou, ça ne suffit pas de construire, c'est pas parce que simplement on construit un pont ou qu'on construit des routes que, bien entendu, on travaille pour son pays. Le plus souvent, les grands travaux de ce genre dans nos pays africains sont l'occasion pour les dirigeants de s'enrichir eux-mêmes. Parce que ce sont ces occasions qu'ils passent, qu'ils profitent pour pouvoir percevoir des grandes commissions auprès des entreprises à qui ils donnent, parce qu'en réalité, dans le fond, ils font des appels d'offres, et ils donnent des marchés, ils attribuent des marchés à des copains, à des amis, et parfois, eux-mêmes ont des entreprises, des prête-noms, voilà, à qui ils attribuent des marchés. Donc c'est l'occasion, bien entendu, de s'enrichir. Mais la Côte d'Ivoire est un pays qui est sorti des guerres. La Côte d'Ivoire est sortie des guerres. Il y a eu plus de 8 ans d'années de guerre, des divisions. Et ces années ont été précédées, bien entendu, par une machination politique. C'est-à-dire, là où il y a des hommes politiques qui voudraient vendre un certain nombre de faussetés aux Ivoiriens, à des communautés, bien entendu, pour pouvoir les mettre derrière eux. Hein? Donc, il y avait des thèmes du genre xénophobie, tribalisme, qu'on a fait régner pendant très longtemps en Côte d'Ivoire. Si vous avez suivi, des religieux se sont prononcés en son temps pour dire qu'ils ont perçu de l'argent d'un parti politique en Côte d'Ivoire pour essayer de se dresser contre d'autres religieux. Tout cela a été fait juste parce que quelqu'un voulait venir au pouvoir qui s'appelle bien entendu Alassane Dramane Ouattara. Il fallait forcément diviser, créer des conditions de diviser les Ivoiriens, de diviser les religieux, créer des conflits religieux, créer des conflits ethniques, etc. Tout a été mis en place, bien entendu, par Ouattara et son parti puisque vous parlez, pour aboutir, bien entendu, à la guerre. Vous êtes en train de parler de la marche d'Alassane Ouattara vers le pouvoir qui a abouti à la guerre selon vous. Mais vous êtes un acteur très actif quand même de la marche d'Alassane Ouattara vers le pouvoir. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Oui. Est-ce que c'est des regrets? Parce qu'on vous sait quand même très actif. Vous aviez été très actif. Oui, vous aviez contribué. Je n'ai pas. Ces propos de xénophobie dont vous parlez, vous aviez été de ceux qui, hier, avec Alassane Ouattara, l'ont décrié en Côte d'Ivoire. Non, moi je n'ai pas décrié. Vous étiez avec Alassane Ouattara? Oui, j'étais avec Alassane Ouattara. Vous aviez lutté pour qu'Alassane Ouattara arrive au pouvoir? J'ai lutté pour que Alassane Ouattara vienne au pouvoir. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché en temps? Oui, ce qui n'a pas marché est visible. Aujourd'hui, il est clair, et je vais vous dire une chose. Moi, quand je devais m'allier au président Ouattara, quand on s'est rencontrés pour la première fois, je lui ai posé la question à savoir son implication dans la crise en Côte d'Ivoire. D'accord. Et le président Ouattara m'avait rassuré de ce qu'il ne se sentait pas concerné par cette crise. Mais après son accession au pouvoir, tout le monde a compris que, bien entendu, c'est lui le patron. Voilà. Donc, c'est clair. Kone Zakaria l'avait dit en son temps, on l'avait mis sous le sceau des Widi, etc. Bon, mais malheureusement, on a été trompé. Moi, je le dis toujours, l'orgueil des hommes politiques qui consiste à ne pas reconnaître ses erreurs, hein, bien entendu. Et puis, quelle erreur? C'est laisser tromper par quelqu'un, ce n'est pas faire une erreur. J'ai dit, je regrette sincèrement avoir soutenu M. Ouattara. Je suis des Ivoiriens qui ont soutenu M. Ouattara, mais je le regrette depuis des années. C'est d'ailleurs pour cela que depuis des années, depuis 2014, je me suis mis véritablement à le combattre. Nous l'avons soutenu. D'abord, moi, je l'ai soutenu avec d'autres frères qui étaient de la même ethnie que moi. Mais notre peuple a été massacré. Au cours du processus de la guerre qu'il a mené vers son pouvoir, notre peuple a été massacré. Et depuis aujourd'hui près de 10 ans, il n'y a pas de justice faite pour essayer de clarifier les choses. Et ces acteurs sont là, les Loseni Konaté, qui l'a envoyé à l'ouest et qui ont conduit des troupes et qui ont massacré nos peuples, sont là. Il les a nommés, il leur a fourni de la promotion. Ça, je ne l'accepterai pas, je ne soutiendrai pas quelqu'un qui a massacré mon peuple. Ça, de facto, c'est clair, je ne le ferai pas. Maintenant, à dire que
pourquoi est-ce que je ne suis pas derrière lui? Mais attendez, moi je n'ai pas suivi Ouattara pour que le pays soit en lambeaux aujourd'hui. Moi je suis, au-delà du fait que je suis un homme politique, je suis un chef d'entreprise. Voilà, c'est ce que vous devez savoir aussi. Je suis un chef d'entreprise et j'essaie aujourd'hui... L'économie quand même de la Côte d'Ivoire, on le dit, ça va, c'est à des chiffres. Ça va pour M. Ouattara. Ça va pour M. Ouattara, pour M. Bictogo et pour les siens. Ça ne va pas pour les Ivoiriens. Je suis chef d'entreprise et à ce titre, j'ai beaucoup même à dire. Si vous voulez, si vous avez du temps, je vais vous le dire. Je vais vous dire aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'acquisition d'un marché public ne se fait pas par mérite, par compétence. Non, non, non. D'abord, les délits d'initiés sont multiples. Tous ces directeurs généraux, tous ces payeurs, tous ces ministres que vous voyez ont tous chacun 2-3 entreprises. Donc, de facto, des entreprises qui sont dirigées par leurs copines, soit par leurs sœurs, soit par leurs cousines, etc. C'est des accusations graves. Oui, j'en ai l'impression. Je suis du milieu, monsieur. Je vous parle d'un milieu dans lequel je suis. Voilà. Et même quand vous avez eu un marché pour que vous soyez payé, mais le processus pour que vous soyez payé, il est même amer. Jusqu'à ce que le payeur qui doit vous payer doit percevoir des commissions. S'il ne l'a pas, il ne vous paye pas. Nous avons des faits. Quand nous parlons sur la base des faits. Voilà, donc ça existe. Revenons donc, on est toujours même dans la question, la vie de la Côte d'Ivoire. Vous aviez parlé de l'état des routes, on a parlé de l'économie, mais l'actualité, enfin, la vie de la Côte d'Ivoire, c'est aussi l'école. Ce que je vais vous dire, je vais vous dire que, parce que vous m'avez demandé le bilan, je vous dis que le bilan de M. Ouattara est catastrophique à la tête de la Côte d'Ivoire. Les grands travaux que nous sommes en train de voir, les travaux pharaoniques que nous sommes en train de voir, ne sont que du leurre. Ce sont des projets d'ailleurs qui ne font pas partie du programme de gouvernement de M. Ouattara. J'étais à Ouattara, j'ai lu son programme de gouvernement et ça n'a jamais existé. Ce sont des projets qui ont été façonnés par ses prédécesseurs, dont les moyens d'ailleurs ont été trouvés par ses prédécesseurs. Et aujourd'hui, il vient faire de la surenchère, du surendettement de la Côte d'Ivoire, au profit de lui et de son clan. Voilà qui est la réalité. Donc nous connaissons aujourd'hui un recul économique grave et démocratique grave. Parce que je vais vous parler d'une chose que la communauté internationale se borne à nous dire, à nous faire comprendre. Lui-même, le Ouattara, sur lequel il s'appuie pour parler de bilan. J'entends des gens dire, non, 2020, nous allons parler bilan contre bilan. Mais vous avez quel bilan de positif? Parce que tous ces projets, les ponts qui ont été faits, les routes qui ont été faites, vous n'avez pas suscité la guerre, vous n'avez pas armé des Ivoiriens qui ont fait la guerre à leur pays, qui ont tué leurs concitoyens, qui ont éventré les femmes en son temps. Mais toutes ces choses-là auraient dû être faites depuis le passé. Voilà. Ce n'est pas vous qui les avez conçus. C'est ça qui est le problème. Et l'argent même aujourd'hui que vous utilisez à le faire, mais ils sont dans du vol. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, avec les acquis que la Côte d'Ivoire a obtenus avec le PPTE, on ne devait pas être à ce stade d'endettement aujourd'hui de notre pays. Donc, pour vous dire que le bilan, il est négatif. On nous parle de croissance. Mais la croissance, elle profite à qui? Dans un pays, quand on parle de croissance, la croissance profite à qui? La croissance profite à celui qui investit. Mais combien d'Ivoiriens investissent-ils en Côte d'Ivoire? Combien d'Ivoiriens? Moi, je suis Ivoirien, j'ai une entreprise en Côte d'Ivoire. D'abord, dans l'acquisition du marché, ce n'est même pas possible qu'on me donne un marché au vu de mon ethnie. Ça, c'est bien. Deuxièmement, quand on me donne un marché pour me le payer, c'est quasiment difficile. Mais vous en obtenez quand même. Moi, je ne travaille plus avec l'État. Parce que mes créances avec l'État n'ont jamais été payées jusqu'à ce jour. Donc je ne travaille plus avec l'État. J'ai arrêté depuis quelques années de travailler avec l'État. Je travaille qu'avec le privé. Revenons à l'actualité politique. On a parlé du meeting, on a parlé un peu des coalitions. Vous êtes en train donc de parler de la vie du parti au pouvoir. Tout ça concourt à 2020. Votre appréciation sur cette élection qui arrive avec assez d'appréhension quand même. D'abord, je vais vous dire une chose. Je vais revenir sur le meeting d'hier. Le meeting d'hier, pour moi, est un grand succès. D'accord. C'est un grand succès. Je voudrais ici féliciter le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo, le président Soro, Blé Goudé Charles.
D'accord. Bon, qui véritablement ont participé à ce meeting, le président Bamba Morifele, etc. Je voudrais bien les féliciter. Je leur dis que la mobilisation a été très bonne et ce meeting a été d'un grand succès. Il faut dire que c'est un bal d'essai, c'est une balle d'essai plutôt, parce que la dictature, la chienlit du pouvoir à Abidjan ne pouvait pas véritablement, si les Ivoiriens n'étaient pas déterminés, ce meeting-là ne pouvait même pas avoir lieu. La preuve, c'est que le stade Champou qui a été demandé a été refusé. Et au dernier moment, à 2-3 jours de l'organisation d'un si grand meeting, on leur attribue le parc des sports. Ce n'était pas évident, véritablement, la mobilisation que nous avons vue hier. Mais elle était formidable. Nous félicitons les Ivoiriens qui y sont allés et nous appelons véritablement tous les autres Ivoiriens désormais à pouvoir participer à cela. Parce que notre pays est en danger. Notre pays est véritablement en danger et il faut le sortir véritablement du carcan de la perdition dans lequel il est. D'accord. Et justement, en parlant de l'élection de 2020, puisque c'est sur cette question que nous sommes, c'est la question de la CEI, ça a été évoqué d'ailleurs hier, c'est la question de recensement, c'est la possibilité pour le pouvoir de modifier la Constitution, c'est aussi la question des cartes nationales d'identité, il faut qu'elles soient gratuites, non, oui. Vous, quelle est votre position sur tout ça? La question de la CEI, la question de la possibilité de modifier la Constitution. D'abord, pour vous prendre le mot par rapport à la Constitution ivoirienne actuelle, elle est mauvaise. Elle a consacré le recul démocratique depuis qu'elle a été votée. Vous savez, c'est ce que j'ai dénoncé hier. En 2015, je le dénonçais déjà. Quand certains partis aujourd'hui qui sont avec nous dans l'opposition, aujourd'hui, faisaient campagne pour que cette constitution soit votée, je disais, cette constitution est mauvaise. Elle consacre le recul démocratique en 2 points fondamentaux. Lesquels? Le premier point, la limitation de l'âge des candidats. C'est un facteur important dans la vie de toute nation. Aujourd'hui, là, regardez l'Europe. Vous allez en Ukraine, le président ukrainien, il est autour de 40 ans. Vous venez en France ici, je me demande si Macron a déjà ses 40 ans. Vous allez encore dans d'autres pays aujourd'hui, Barack Obama, il avait quel âge? Nos présidents, nos chefs d'État en Afrique vont avoir 76 ans, 75 ans. Et à 75 ans, 80 ans, les gens vont continuer à être président de la République. Je pense que quand les gens avaient abrogé cette disposition constitutionnelle pour dire que l'âge, il n'y avait pas de limitation d'âge par rapport aux élections présidentielles, j'ai dit que c'est une constitution qui n'était pas bonne. Donc vous êtes d'accord qu'on revienne là-dessus pour revenir sur la question de l'âge, parce qu'en fait, c'est ce que le pouvoir entend faire. Bon, de toutes les façons, moi je parle de ce que j'ai combattu depuis longtemps. Maintenant, les motivations qui entourent aujourd'hui cette modification, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Et comme je sais qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de ce plan-là, je pense que véritablement, il n'est pas nécessaire que nous parlions en ce moment précis, à 14 mois de modification de la Constitution. Ça n'a pas de sens. Je pense que cette Constitution, nous l'avons combattue. Elle a été votée, mais elle doit rester en l'état pour qu'on aille aux élections. Ce que nous disons ici, c'est qu'une élection relève d'un processus qui est un peu long, mais qui doit être transparent. Pour aller à des élections, il faut d'abord le recensement général des populations. Aujourd'hui, Ouattara refuse carrément de procéder au recensement général des populations, parce qu'en réalité, les vrais chiffres qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, démontrent que en Côte d'Ivoire, sur les 32, parce que pratiquement on tourne aujourd'hui autour de 32 à 35 millions d'habitants, à moins de 10 ans d'exercice de Ouattara, la population ivoirienne passe de 24 millions à autour de 32 millions. D'où sont sortis rapidement toutes ces 10 millions de personnes qui, du coup, là, ont gonflé cette masse. Population. Il faut dire que Ouattara, pour se maintenir au pouvoir, a eu pour seule stratégie de faire rentrer ses compatriotes burkinabés en Côte d'Ivoire. Et il a fait sciemment. Dès sa prise de pouvoir, il a pris une décision pour interdire les contrôles de police entre l'Ouagadougou et la Côte d'Ivoire. D'où... C'est grave comme accusation. Ce n'est pas une accusation, ce sont des faits. Ce sont des faits qui existent.
il a pris une décision, il a pris un décret pour interdire qu'il y ait des contrôles pour lever les barrages, des barrages de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mais c'est entre la Côte d'Ivoire et le Burkina que ces barrages ont été levés. Mais de la frontière Bobo du Burkina jusqu'à Ouagadougou, les barrages sont maintenus. Les Burkinabés continuent à procéder à leur contrôle. Par contre, quand ça vient du Burkina pour la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de contrôle. Ouattara a décidé, dès sa prise de pouvoir, de lever tous ces contrôles policiers. D'où le flux migratoire des Burkinabés venait par dizaines de cas chaque jeudi à l'ouest. Et on les déversait là, dans le Mont Peko et un peu partout. À un moment donné, avec l'insistance de la communauté internationale, qui ne supportait plus que les gens tuent ce Mont Peko là, du coup, il était question pour eux de mener en place, de mener une politique de logement de ces immigrés burkinabés, voilà, ces immigrés burkinabés qui n'avaient pas pratiquement de place. Parce qu'en fait, ils sont venus là comme ça dans le but d'envahir les populations qui avaient fui les terres, qui avaient fui leurs champs, leurs campements, leurs villages. Donc ces gens sont venus, ils sont là. Et en 2013-2014, ils ont chargé à Mme Anne Loto et aux élus de l'Ouest de convaincre, de passer par village, de village en village, pour essayer de convaincre nos parents à accepter d'héberger ces Burkinabés dans nos villages, à leur donner des parcelles de terre pour qu'ils puissent être relogés dans nos villages. Ce qui a été fait par la force d'ailleurs, parce que nos parents n'étaient pas d'accord. Moi-même, je n'étais pas d'accord. J'ai mené des actions dans ce sens-là. Bon, mais malheureusement, la force leur est revenue, ils ont l'armée, ils ont tout. Et finalement, ils ont aujourd'hui réussi à implanter ces Burkinabés partout dans nos villages, qui sont envahis aujourd'hui de Burkinabés. Donc aujourd'hui, quand Ouattara refuse carrément, parce que quand on parle de processus électoral, c'est un tout. Il faut le recensement général de la population. À la suite de ce recensement général de la population, il faut maintenant faire le recensement électoral pour identifier ceux qui peuvent être des électeurs. C'est ça. Parce que dans le recensement général, on a toutes les populations. On pourra déchiffrer le nombre exact d'Ivoiriens et le nombre exact d'étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Ouattara refuse ça parce qu'il sait aujourd'hui que quand vous prenez sur les 32 à 34 millions pratiquement d'habitants en Côte d'Ivoire, il y a près de 62% d'étrangers. C'est une réalité. Des gens qui disent ici, non, les étrangers en Côte d'Ivoire représentent 26%, c'est archi faux. C'est archi faux. Je ne sais pas d'où ils sortent leurs chiffres. Allez-y, la Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où dans les petits hameaux, dans les petits villages, dans les petits champs, il y a plus d'étrangers que les autochtones. Vous venez à Abidjan, dans les grandes capitales, vous allez voir à Abobo, c'est devenu une commune d'étrangers, alors qu'Abobo appartenait aux Hébriers, aux Atiers. Vous allez à Yopougon, vous allez partout. 2020, c'est aussi la CEI. Voilà. Oui, non, mais j'y viens. Je suis en train de développer. Je suis en train de développer le processus électoral. C'est pour vous dire que quand le président Bédié parlait d'orpailleurs clandestins, des gens qu'on identifiait à Abobo dans le but des élections, bien entendu, c'était tout ça. C'était tout ça. Parce que vous avez entendu Bictogo, il y a de cela quelques jours, qui disait que dans leur fichier électoral, ils ont déjà 3 millions, dans leur base électorale, ils ont déjà 3 millions d'électeurs. Mais c'est archi faux. Ce sont les 3 millions d'étrangers, des Burkinabés qu'ils ont déjà identifiés à Abobo, à qui ils ont donné des cartes d'identité. Alors que les Ivoiriens n'en avaient pas encore droit. Donc ils parlent. Donc il y a ça. Maintenant, il y a aussi le découpage électoral, qui est aussi un facteur important. Le découpage électoral. Bon, tout cela n'est pas fait. Aujourd'hui, quand vous voyez les élections, par exemple législatives qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, moi, chez moi, j'ai eu 1111 voix. Au cours des élections législatives, j'ai été candidat, j'ai eu 1111 voix, je n'ai pas réussi à être député. Par contre, vous allez au nord, il y a eu des gens qui ont eu 400 voix, 500 voix qui sont députés. Ils sont dans cette Assemblée nationale qui sont en train de siéger. Peut-être qu'il y a assez de candidats, peut-être. Non, pas forcément. Parce que c'est des villages, c'est des campements où il n'y a même pas 500 000 âmes, s'il n'y a même pas 800 âmes, qu'ils ont érigées en commune, en sous-préfecture, et dans lesquelles ils ont octroyé, par exemple, des députés, un député ou deux députés.
Tandis que d'autres localités comme Kubi, où il y a presque, à peu près de 100 000, Chez vous? Oui, il n'y a qu'un seul député jusqu'à preuve du contraire. Donc vous voyez autant d'injustices que Ouattara est venu installer en Côte d'Ivoire. Autant d'injustices. Donc pour moi, le processus électoral de 2020 ne peut pas se tenir avec Ouattara. Ça, je le dis et je le répète. Je suis explicite, je le serai. Je vous dis que le processus électoral en Côte d'Ivoire, s'il doit être juste et transparent, ne peut pas se tenir avec la présidence, sous la présidence de M. Ouattara. Ouattara, pour moi, est un voyou. C'est un voyou, il a démontré par A plus B qu'il est un voyou, un bandit de grand chemin, qui s'est accaparé de cette Côte d'Ivoire à travers une véritable imposture qu'il a pris le soin de développer dans tous ses sens. Et aujourd'hui, il est à la tête de ce pays. Il veut partir en s'assurant que soit il a un dauphin qui va le remplacer, ou lui-même va être là, présent, pour que demain, il n'ait pas de problème. Donc, pour moi, le peuple de Côte d'Ivoire, à travers beaucoup de choses, beaucoup d'actes antidémocratiques que Ouattara pose aujourd'hui, a toute la situation en main. Parce qu'un peuple muselé par sous la menace des armes, parce que nous sommes permanemment sous la menace des armes, on ne peut pas tenir un discours à Abidjan. On ne peut pas tenir un discours à Abidjan. On ne peut rien dire à Abidjan. Quand vous parlez, vous devez forcément vous retrouver en exil. Auquel cas, on passe chez vous, on vous prend des nuits, parce que vous êtes même moins connus des autres. On préfère aller avec les milices qu'eux-mêmes ils dirigent là-bas à la prison. On préfère finir avec vous quelque part là-bas. Et puis bon, c'est terminé, on vous tue, on vous balance quelque part. Bon, c'est terminé. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Ouattara est un voyou. Pour moi, les élections en Côte d'Ivoire ne peuvent pas se tenir sous la présidence de Ouattara. Tous ceux qui pensent que Ouattara doit être président et puis ils vont aller aux élections se trompent. Quand les partis politiques disent non, il faut que Ouattara mette quelqu'un, un homme qui est sans parti politique, qui est de la société civile, qui est moins marqué politiquement à la tête de la CEI. Mais même quand il va le faire, mais cette personne-là sera prise en otage dès sa nomination. Mais la preuve est là, sous nos yeux. Là où, en Côte d'Ivoire, selon notre constitution, nous vivons dans un régime présidentiel. Mais nous vivons dans un régime de séparation des pouvoirs. Il y a un pouvoir présidentiel, il y a un pouvoir législatif, il y a un pouvoir judiciaire. Ouattara manipule et la justice et le législateur. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs en Côte d'Ivoire. Quelqu'un, un chef d'État qui est capable de dire au président de l'Assemblée et d'exiger à un président de l'Assemblée nationale de démissionner en Côte d'Ivoire, vous voulez quoi de lui? Ouattara était un anticonstitutionnel, c'était hors la loi, et à aucun moment, Ouattara ne peut, il est dans un schéma. Vous n'avez pas peur pour votre vie? Vous n'avez pas peur de retourner à Abidjan? Mais bien entendu, chacun sait que moi je connais depuis mon sort, donc je m'en fiche, je dis les choses telles qu'elles sont. Ce que j'ai dit, c'est ça qui est la vérité. La vérité là, il faut la dire pour que les Ivoiriens la sachent, pour que les gens de la communauté internationale qui l'adulent jusqu'à aujourd'hui, malgré toutes ces dérives, qu'ils sachent qui est Ouattara. Parce qu'il faut qu'on démontre. Je vais vous donner une information. Très bientôt, nous allons mettre en place un comité de réflexion qui va chaque jour analyser la situation politique de notre pays. Vous qui? Et je suis en train de travailler à cela avec certains collaborateurs, certains amis, de tous bords politiques bien d'ailleurs. Et nous allons essayer de mettre en place des intellectuels, bien entendu, ce comité de réflexion qui aura pour objectif d'analyser la situation politique, sociopolitique de notre pays de manière permanente, de faire des propositions à tous nos leaders politiques, mais mieux, d'expliquer la situation à la diplomatie occidentale. Parce que c'est cette diplomatie occidentale qui, fort de la position que Ouattara a occupée au FMI, s'est laissé berner par lui. Monsieur Ba Jean Enoch, nous allons aborder le dernier point, et ce sera une question qui va se rapporter à la question du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. Votre appréciation d'abord sur la liberté conditionnelle dont ils sont victimes, si je peux m'exprimer ainsi. La CPI de Bensouda que nous voyons est une imposture comme Ouattara. Voilà. Donc, trop faux. Oui, parce que aucun juriste ne peut me le dire, ne peut me dire dans le monde
qu'on peut libérer quelqu'un, qu'on peut acquitter un prévenu, d'abord, je vais vous dire une chose. La présomption d'innocence est un principe de droit. C'est-à-dire, à la base, tout accusé jouit de la présomption d'innocence. Alors, quand maintenant on soumet un accusé, se présumé innocent, à un procès, et que l'accusation donne des preuves, et qu'au vu des preuves de l'accusation, des juges prennent la décision de l'acquitter, moi, franchement, peut-être que vous connaissez, vous êtes un expert du droit, dites-moi, même en matière de jurisprudence, quel présumé innocent, libéré pour insuffisance de preuves, ou même pour, disons, libéré, disons, acquitté dans un procès, qu'on garde en liberté conditionnelle. Ce que je sais, c'est que la liberté conditionnelle est attribuée à des prévenus qui en demandent, qui sollicitent une liberté conditionnelle, alors que leur procès est encore en cours. Ils forts de leur représentativité, ils disent, nous sollicitons, monsieur le juge, voilà la liberté conditionnelle. Mais qu'on mette en liberté conditionnelle des acquittés, ça, moi, je n'ai jamais vu ça, et donc je sais que c'est une imposture. Maintenant, peut-être que la Cour qui l'a fait se rend compte aujourd'hui que c'est du jamais vu, et que le fait même de le faire ainsi, aujourd'hui, quelle que soit l'issue de ce procès, l'histoire retiendra que la CPI était une machine aux mains d'un certain nombre de dirigeants du monde qui sont manipulés de surcroît par Ouattara. Oui, parce que c'est lui qui manipule tous les gens. C'est lui qui tire les ficelles. Il est aussi puissant que ça? Oui, il est puissant. Il est puissant à l'argent de notre pays. Voilà, il est puissant à l'argent de notre pays. C'est avec ça qu'il corrompt les gens. Donc, il fait tout partout. Ce monsieur, il est dangereux. Et donc, c'est lui qui tire les ficelles. Sinon, quand vous regardez l'acharnement de la procureure Fatou Bensouda contre Gbagbo Laurent, vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Un procureur, avant tout, instruit un dossier à charge et à décharge. On n'a pas dit en Côte d'Ivoire qu'il n'y a pas eu de crime, Fatou Bensouda. Le procès de Gbagbo, là, personne n'a dit qu'il n'y a pas eu de crime en Côte d'Ivoire. Gbagbo lui-même n'a pas dit qu'il n'y a pas eu de crime en Côte d'Ivoire. Le problème aujourd'hui, c'est qui a commis ces crimes. Qui a organisé des bandes armées, qui a organisé des mercenaires qui n'ont pas le droit de porter des armes, à prendre des armes et à s'attaquer à leur population. Quand des gens disent, non, laissez-moi aller jusqu'au bout de cela. Quand des gens disent jusqu'à aujourd'hui, il faut juger toutes les parties, mais ceux qui le disent même, qu'ils soient du FPI ou bien de quel parti, je me demande comment ils réfléchissent. Il n'y a pas deux partis. Il y a une partie qui a agressé la Côte d'Ivoire. La partie qui a agressé la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara et Nicolas Sarkozy, qui lui, fort de sa présidence, a trompé les Français, les institutions françaises, a trompé les Nations Unies, pour essayer de commettre son forfait et installer son ami personnel à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Et pour y parvenir, ils ont commis des crimes. Ils ont commis tout genre de crimes. Ils ont même tué leurs partisans. Il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas revenir. Mais je vais vous dire une chose. Nous tous, nous avons suivi la crise ivoirienne. Et moi j'étais pendant ce temps avec les Ouattara. Je sais comment beaucoup de choses se sont passées. Les femmes dont on accuse aujourd'hui des gens et autres. Mais on sait comment tout ça s'est passé. Oui, j'ai été au Golfe. À un moment donné, je suis parti. L'obus qui est tombé dans la résidence de l'ambassadeur du Japon, comment c'est tombé? On le sait. Qui sont ceux qui ont mis ça, qui ont jeté ça là-bas? Ce sont des partisans de Ouattara qui ont jeté cet obus dans la cour de l'ambassadeur du Japon. Juste pour pouvoir inciter la communauté. Je peux même vous donner le nom de l'élément qui a tiré. Vous pourrez témoigner un jour devant la Cour pénale. Si on me convie, je vais témoigner. J'ai des éléments pour le faire. D'accord, ok. Vous êtes en France avec tous ces propos, c'est pas sûr que vous retournez maintenant en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pourrez aller voir le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé?
Bien entendu, je pense que dès que nous aurons la possibilité, nous le ferons. D'ailleurs, je pense qu'avec le ministre Charles Blé Goudé, ça se passera incessamment. Mais voilà, nous entendons rencontrer tout le monde. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit se retrouver. La Côte d'Ivoire est en danger. La manière dont je perçois la politique ivoirienne, vous ne la percevez pas comme ça. Plusieurs de nos leaders, de nos amis, de nos frères, de nos concitoyens ne la perçoivent pas comme ça. La Côte d'Ivoire, notre pays, est en danger. Ça, je vous le dis, la Côte d'Ivoire est en danger. Vous avez vu et vécu le massacre des Ouai. Mais écoutez, ce que Ouattara prépare contre les Ivoiriens est pire que ça. Et ces bras séculiers, ce sont des étrangers, nos frères de la sous-région, qu'il veut à nouveau utiliser contre les Ivoiriens. Et donc, tout ce que Ouattara fait aujourd'hui, il le fait effectivement dans ce but-là, dans cet objectif-là. Donc, notre pays est en danger. Un pays aujourd'hui, est-ce que Ouattara, il peut me contredire, me dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas 62% d'étrangers sur le sol ivoirien? Je ne sais pas quelle est votre base de calcul, mais on attend les recensements pour voir. Voilà, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. C'est vous qui le dites, amis de VNU TV, nous allons mettre un terme. Donc, pour vous dire que... Très rapidement, ce sera votre conclusion en même temps. Voilà, ce que je voudrais vous dire, c'est que Ouattara, c'est de l'imposture. Ouattara, c'est de l'imposture. La Côte d'Ivoire est en danger. Je vais expliquer un fait qui est fondamental. Aujourd'hui, je vais vous dire simplement que j'ai dit, depuis Abidjan, qu'il est nécessaire que l'opposition ivoirienne se retrouve. Je demande à mes aînés d'y réfléchir. Je vais prendre le soin de rencontrer le président Bédié, je vais chercher à rencontrer le président Gbagbo, si c'est possible, je le ferai. Je vais rencontrer ceux que je pourrais rencontrer, même y compris le Premier ministre Guillaume Soro, pour essayer de leur dire ce qu'est la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Ouattara il sait sa popularité. Déjà, je vais vous donner un exemple. En 2015, quand j'étais président de la CNC, les élections qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, le taux de participation pendant ce temps, Ouattara avait encore son RHDP qui était encore fort, avec Bédié. Mais le taux de participation de ces élections ne pouvait pas excéder les 18%. Ça, ce sont des chiffres qui étaient dans toutes les bases des données des diplomates. Mais les gens ne les ont pas communiqués officiellement. Ouattara il n'y avait pas eu un taux de participation au-delà de 18%. Mais ils ont communiqué plus de 60% de participation au cours de ces élections. Personne n'a vu personne devant les bureaux de vote, mais il y a eu plus de 60% qu'ils ont déclaré. Ce sont des mythomanes. Ouattara, il a des machines, il a l'argent de la Côte d'Ivoire pour communiquer autour de lui et pour se donner bonne conscience, malgré qu'il procède chaque jour à des crimes. Donc, ce que je veux dire, c'est d'attirer l'attention de mes aînés, de tous mes concitoyens sur la nécessité de l'unité de notre opposition. Quand nous serons unis, quand cette opposition ivoirienne sera unie, nous allons chasser pur et simplement ce type-là. Et nous devons le chasser avant que nous n'organisons les élections. Parce que la seule chose qu'il attend, c'est quoi? Aujourd'hui, quand les Big Togo s'assoient à la télévision, ils expliquent aux gens pour dire que non, nous avons la majorité. Le RHDP représente la majorité des Ivoiriens parce que le RHDP est le seul parti le plus représentatif de la nation ivoirienne. Nous avons des élus de partout. Mais c'est faux. C'est du mensonge. Vous n'avez pas des élus de partout. Vous avez acheté des élus. Des gens qui ont été élus en battant vos candidats du RHDP. Ils étaient soit indépendants. Ils ont battu des candidats du RHDP dans leur localité. D'autres étaient PDCI. Ils ont battu des candidats du RHDP dans leur localité. Amis de VNU TV, merci d'être fidèles à nos programmes. Prenons rendez-vous pour un très prochain numéro. Merci et au revoir.